Quel bilan pouvons-nous faire aujourd'hui de la situation ? La France, vous le savez, affronte une deuxième vague épidémique extrêmement forte qui touche tout aussi durement l'ensemble de nos voisins européens. Comme nous l'avions annoncé, l'impact sanitaire de l'épidémie reste très lourd. Le nombre de décès continue d'augmenter. Au cours des 2 derniers mois, nous avons connu plus de 10 000 décès supplémentaires dus à la Covid-19, portant le nombre total de personnes décédées à 42 500 depuis le début de la pandémie. Au cours de la dernière semaine, entre 400 et 500 personnes sont mortes chaque jour de la Covid. Cela veut dire qu'aujourd'hui, en France, 1 décès sur 4 est dû au virus. Au-delà de ces chiffres, il s'agit de femmes et d'hommes, il s'agit de vies brisées par la maladie, il s'agit de la douleur de milliers de familles auxquelles je veux dire ma solidarité et mon émotion dans l'épreuve qui les frappe. Deuxième élément de constat sur la situation sanitaire, la pression sur notre système hospitalier s'est fortement accrue et met nos soignants dans une tension extrême. Nous l'avions anticipé. Tout l'enjeu est d'y faire face, avec une seule exigence, pouvoir soigner toutes celles et ceux qui en ont besoin et éviter à tout prix le drame de prise en charge dégradée, comme nous pouvons l'observer par exemple en Italie depuis quelques jours. Nous comptons ces derniers jours une hospitalisation toutes les 30 secondes et une admission en réanimation toutes les 3 minutes. 40% des personnes admises en réanimation ont moins de 65 ans. C'est évidemment considérable et nous avons dépassé en nombre d'hospitalisations le pic du mois d'avril. Aujourd'hui, ce sont 4 803 malades de la Covid qui sont pris en charge en réanimation, ce qui représente 95% de nos capacités normales de lits de réanimation hors crise. Pour pouvoir faire face à cet afflux, nous avons armé, au cours des 2 dernières semaines, 1360 lits supplémentaires afin d'accueillir plus de malades de la Covid, mais aussi d'autres malades qui doivent être pris en charge pour d'autres motifs. Nous pourrions aller jusqu'à 10 400 lits si cela était nécessaire, puisque nous nous sommes préparés au cours des derniers mois pour faire face à une vague de grande ampleur. Je veux dire ici une nouvelle fois toute mon admiration à nos professionnels de santé. Ils sont à l'épreuve, ils sont fatigués. Mais je l'observe très directement au fil de mes déplacements réguliers dans nos établissements de santé. Ils sont remarquables de compétences, d'engagement et de solidarité. Tout le monde est sur le pont. Les établissements publics, les établissements privés, les professionnels libéraux, les personnels de l'ensemble des administrations sanitaires. Ces soignants, ils ne nous demandent pas d'augmenter le nombre de lits de réanimation, ne serait-ce que parce qu'ils savent bien que former un médecin réanimateur ou une infirmière spécialisée ne peut pas se faire en 6 mois. Ils nous demandent surtout de tout mettre en œuvre pour éviter que les malades arrivent à l'hôpital. Quel bilan pouvons-nous faire de la mise en œuvre des mesures de confinement depuis le 30 octobre ? Vous le savez, nous n'avons pas souhaité reproduire le confinement du printemps dernier qui s'était traduit par une mise à l'arrêt brutale de la vie économique, sociale et éducative de notre pays. Les effets que nous pouvons mesurer sont à ce jour cohérents avec ce que nous recherchions. Un confinement adapté qui cherche à limiter au maximum tous les déplacements non essentiels, mais qui préserve l'éducation de nos enfants et limite autant que possible ses impacts sur l'emploi et sur l'économie. Quelques chiffres. Nous observons une réduction très forte des déplacements depuis 2 semaines.
Les déplacements entre le domicile et le travail sont inférieurs de 22% à ce qu'ils étaient en septembre dernier. La fréquentation des moyens de transport collectif a fortement baissé, moins 55% dans le métro à Paris, par exemple. C'est aussi le cas des déplacements longue distance, puisque le réseau aérien domestique est à 10% de ses capacités normales, tandis que les déplacements en train longue distance ont chuté de 85%. Ces chiffres s'expliquent par la limitation de nos déplacements non professionnels, mais aussi par un recours accru au télétravail, qui a fortement progressé au cours des 2 dernières semaines. 45% des salariés privés ont télétravaillé au cours de la semaine écoulée, pour une durée moyenne de 3,7 jours dans la semaine. Mais nous pouvons encore progresser, la ministre Elisabeth Borne y reviendra. Ce recours accru au télétravail accompagne une stratégie de confinement qui place la sécurité sanitaire au premier plan, tout en essayant de préserver l'activité économique et donc l'emploi. De ce point de vue, les dernières données de la Banque de France montrent que l'activité économique pourrait baisser de 12% au mois de novembre. C'est un choc important, mais c'est 3 fois moins qu'au printemps dernier. Quel est l'impact de ce confinement sur l'épidémie ? Nous constatons que l'évolution du nombre de nouvelles contaminations s'est ralentie depuis une semaine. Si l'on raisonne en moyenne sur 7 jours, nous observons une baisse de l'ordre de 16%. Cette évolution doit être interprétée de manière positive, mais prudente. Positive car elle traduit une inflexion, et c'est ce que nous espérions. Positive car cette tendance, si elle se confirme, indiquerait que ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus, le fameux R, est passé en dessous de 1 pour se situer entre 0,8 et 0,9. Mais prudente, car cette tendance est récente, donc fragile, et ne peut produire des résultats que si elle se confirme dans la durée. Prudente, enfin, car nous ne voyons pas encore l'impact de cette évolution sur les hospitalisations, alors que c'est fondamentalement notre objectif. L'enseignement que je tire de ces différents éléments est que notre stratégie de confinement, fondée sur un équilibre différent qu'en mars dernier, semble produire les premiers effets attendus, même si nous devons rester, je vous l'ai dit, très prudents. Nous pouvons tirer de cela 3 autres conclusions. La première est qu'il serait irresponsable de lever ou même d'alléger le dispositif dès maintenant. Nous avons, dans un cadre concerté avec la communauté éducative, adapté les règles dans les lycées afin d'y accroître le respect de la sécurité sanitaire. Le ministre chargé de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, y reviendra. Avec le président de la République, nous avons donc décidé ce matin de maintenir inchangées, au moins pour les 15 prochains jours, les règles du confinement. Les commerces fermés au titre du confinement le resteront donc encore pour 15 jours supplémentaires. Je sais ce qu'est l'angoisse des commerçants qui n'aspirent qu'à pouvoir travailler et sont très inquiets de ne pouvoir rouvrir assez tôt avant les fêtes de fin d'année. Notre objectif est bien de pouvoir y parvenir, mais ce moment n'est pas encore venu. Cette décision, je la prends en responsabilité. Elle est lourde et difficile, mais mon rôle n'est pas aujourd'hui dans le sens de la facilité, de céder à la pression, de faire ce qui serait espéré par beaucoup, et je les comprends, au risque de tout compromettre et de nous obliger à refermer dans 2 semaines et peut-être pour tout le mois de décembre. Le deuxième enseignement que je tire est que nous devons évidemment continuer à apporter un soutien économique massif à tous les commerces et toutes les entreprises
qui ont été contraintes de fermer. J'assume mes responsabilités en termes de protection contre l'épidémie. J'entends les assumer de la même manière pour protéger les victimes économiques du confinement. Pour les entreprises et les commerces fermés, les dispositifs d'aide que nous mettons en place seront rappelés dans un instant par le ministre Bruno Le Maire. Ils se traduiront par le versement des premières aides financières au titre de l'activité partielle ou du fonds de solidarité de 10 000 € par mois dans les prochains jours et d'ici la fin du mois de novembre. À partir d'exemples très concrets, le ministre vous montrera l'impact très puissant de nos différentes aides pour couvrir les pertes de chiffre d'affaires. Nous avons un objectif, tout faire pour sauver nos petits commerces. Notre soutien, nous le devons aussi aux salariés, d'abord en prolongeant les dispositifs de chômage partiel qui ont permis, depuis le printemps, de sauver des emplois et de préserver le pouvoir d'achat. Pour ceux qui ont perdu leur emploi au cours des derniers mois, et notamment pour les demandeurs d'emploi qui arrivent en fin de droit. Tout doit être fait pour éviter le risque de bascule dans la précarité. C'est pourquoi j'ai demandé à la ministre du Travail de proposer aux partenaires sociaux qu'elle réunissait cet après-midi de reconduire le dispositif de prolongation exceptionnelle des droits à l'assurance chômage pour les chômeurs qui sont aujourd'hui en fin de droit, et ce, le temps du confinement. Nous sommes particulièrement attentifs à la situation d'isolement des plus jeunes de nos concitoyens, et en particulier des étudiants dont les établissements n'assurent plus leurs enseignements, sauf exception, qu'en distanciel. Dans les prochains jours, sur proposition de la ministre en charge des universités, chacune des 800 cités universitaires de France va disposer de 2 référents étudiants qui viendront renforcer le travail des services des Crous, notamment pour accompagner les étudiants de première année et les étudiants les plus en difficulté. Ce sont près de 1600 emplois étudiants qui seront ainsi créés sur les mois de novembre, décembre et janvier, dans un contexte où l'emploi étudiant s'est par ailleurs raréfié. Plus généralement, nous veillons au déploiement du plan « Un jeune, une solution » qui mobilise, vous le savez, une part importante des crédits du plan de relance plus que jamais nécessaire pour contrecarrer les effets nocifs de la crise sanitaire sur la situation de l'emploi. La troisième et dernière leçon qu'il est nécessaire de tirer de ce premier bilan à 15 jours est que l'enjeu des jours qui viennent est surtout de ne pas relâcher nos efforts, mais de les amplifier. Je remercie très sincèrement l'immense majorité des Françaises et des Français qui respectent les règles communes. Mais nous constatons dans certaines zones ou parties du territoire un respect encore insuffisant de ces règles. Après une première phase de nécessaire pédagogie, j'ai donné au ministre de l'Intérieur des consignes de fermeté et lui ai demandé d'accroître encore la mobilisation des forces de l'ordre, notamment à Paris, en Île-de-France et dans les grandes métropoles. Depuis le 30 octobre, les forces de police et de gendarmerie ont procédé à près de 581 000 contrôles qui ont donné lieu à 88 455 verbalisations, dont environ 300 concernent l'ouverture irrégulière d'établissements recevant du public. Au-delà des contrôles, j'en appelle au civisme, par le respect de ces règles, vous le savez, uniquement destinées à protéger notre santé. Nous devons rester constants et cohérents. C'est ce qui nous amène à ne pas faire évoluer les mesures aujourd'hui. Je crois que chacune et chacun le comprendra. Pour autant, si nous ne modifions pas les choses aujourd'hui, il est important que nous puissions donner de la visibilité sur ce qui pourrait se passer au cours des prochaines semaines et la manière dont nous allons suivre les indicateurs pour en tirer les conséquences sur l'adaptation de nos mesures d'ici la fin de l'année. Nous suivons principalement 2 indicateurs. Un indicateur de circulation du virus, c'est le nombre de cas par jour
que nous calculons sur la moyenne des 7 derniers jours pour lisser les fluctuations d'un jour sur l'autre. Un indicateur de pression sur le système hospitalier, c'est le nombre de patients Covid hospitalisés en réanimation. Comme je vous l'ai indiqué, nous observons depuis une semaine un infléchissement du nombre de cas positifs. Non seulement il a arrêté d'augmenter, mais la courbe marque une tendance à la baisse autour de 16% sur la dernière semaine. Si la semaine prochaine, cette tendance ne se confirmait pas et que le nombre de patients Covid en réanimation devait continuer à augmenter, alors nous serions amenés à prendre des mesures supplémentaires afin d'arrêter la vague. Si au contraire, comme nous l'espérons, la tendance observée ces derniers jours se confirme, nous pensons que le pic de la deuxième vague pourrait être atteint dans nos hôpitaux en début de semaine prochaine. Comme vous le voyez sur le graphique qui s'affiche, cela signifie qu'à partir de la semaine prochaine, le nombre de patients Covid en réanimation pourrait, nous l'espérons, commencer à diminuer. Ce serait une très bonne nouvelle, une première étape très importante, mais qui ne suffira évidemment pas pour que la pression sur le système hospitalier revienne à des niveaux supportables. Si l'augmentation des chiffres des prochaines semaines confirmait que nous restons bien en ligne avec cette perspective, des premières mesures d'allègement pourraient intervenir à compter du 1er décembre. Mais elles seraient strictement limitées au commerce que nous avons dû fermer à partir du confinement, et leur réouverture ne pourrait s'envisager que sur la base d'un protocole renforcé que j'ai demandé au ministre compétent de concerter avec les professionnels et de soumettre aux instances scientifiques. Cette première étape ne pourra cependant pas concerner d'autres établissements recevant du public où les risques de contamination sont par nature plus élevés, comme par exemple les bars, les restaurants et les salles de sport. Bien entendu, pour ces établissements, des mesures de soutien et d'accompagnement seront maintenues. Notre objectif est de pouvoir permettre un nouvel allègement au moment des vacances de Noël, afin que les Français puissent passer des fêtes de fin d'année en famille. Mais celles-ci ne pourront pas se tenir de la même manière que d'habitude. On pourra bien sûr se retrouver avec les siens, mais il ne serait pas raisonnable d'espérer pouvoir organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaines de personnes, notamment pour le réveillon du 31 décembre. Je vais maintenant demander à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, de vous présenter un point sur la situation hospitalière et sur l'évolution de notre stratégie de dépistage par les tests dits antigéniques. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, comme le Premier ministre vient de l'expliquer, on voit depuis une semaine une réduction du nombre de nouveaux diagnostics quotidiens par rapport aux semaines précédentes. Et comme le Premier ministre l'a aussi très bien expliqué, pour autant, comme il y a un décalage entre le moment où les contaminations sont faites et le moment où les patients présentent des formes graves ayant recours donc à l'hôpital ou au service de réanimation, comme il y a ce décalage, nous ne sommes pas encore dans une phase de réduction du nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation. Donc il n'y a pas de paradoxe à cela, c'est le constat que nous avions fait déjà au printemps dernier à l'occasion de la première vague. Ainsi, de fait, la pression sanitaire continue d'augmenter sur la médecine de ville, sur les services d'urgence, sur les hôpitaux et sur les réanimations, puisqu'il y a davantage de patients qui rentrent à l'hôpital et en réanimation qu'il y a de patients qui en sortent. Nous ne sommes pas donc encore au pic, mais comme le Premier ministre l'a dit, nous pourrions atteindre le pic hospitalier dans les prochains jours, en tout cas nous l'espérons. Pour pouvoir faire face à cette pression sanitaire extrêmement forte, notamment sur le secteur hospitalier, nous poursuivons le développement, le déploiement, la préparation des hôpitaux avec la mobilisation, encore une fois, incroyable de l'ensemble des soignants sur tout le territoire national. Il y a ce soir plus de 7700 lits de réanimation armés, puisque comme vous le savez, en plus des presque 5000 patients Covid en réanimation, il y a des malades qui sont dans les services de réa pour d'autres maladies, suite à des interventions chirurgicales, des infarctus, des ruptures d'anévrisme et autres.
Rien que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est, vous le savez, la région la plus impactée à l'heure actuelle par l'épidémie, c'est quasiment x2 en termes de lits de réanimation. On est passé de 600 lits de réa armés dans cette région à presque 1200 lits armés. Tout cela ne se fait pas d'un claquement de doigts et nécessite de gros efforts au quotidien. Le premier effort à réaliser, c'est ce qu'on appelle la déprogrammation des soins de chirurgie non urgents, tout en pérennisant, en sanctuarisant en quelque sorte la chirurgie en cancérologie, l'activité de greffe, ainsi que d'autres chirurgies absolument indispensables. Mais donc, de fait, un certain nombre de malades qui devaient être opérés sont rappelés dans différentes régions du territoire pour leur demander de différer leur intervention chirurgicale pour garder de la place disponible pour les malades atteints du Covid. C'est également la mobilisation sans précédent de l'ensemble des soignants, mais aussi des étudiants en soins infirmiers, des externes, des internes en médecine, des soignants retraités sur tout le territoire, et puis de ces soignants qui se sont formés au cours de ces derniers mois aux techniques de réanimation et qui vont prêter main forte à leurs collègues dans les services hospitaliers. Et c'est enfin ce qu'on appelle les évacuations sanitaires. Vous vous souvenez de ces évacuations sanitaires qui avaient été réalisées déjà au printemps dernier. C'est lorsqu'on transfère un patient d'un service de réanimation d'une région vers un autre service dans une autre région, par avion, par hélicoptère. Tout cela nécessite aussi un énorme travail et mobilise beaucoup de personnel. Ce sont plus de 120 évacuations sanitaires qui ont déjà été réalisées, des régions les plus en tension comme Auvergne-Rhône-Alpes ou Bourgogne-Franche-Comté, vers d'autres territoires comme la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne ou encore l'Île-de-France. Je le disais, c'est une logistique lourde, c'est aussi un déplacement pour les malades qui se retrouvent donc éloignés de leurs proches. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre en charge les frais de transport et d'hébergement pour au moins un accompagnant des patients lorsqu'ils sont transférés dans le cadre de ces évacuations sanitaires. Par ailleurs, nous l'avons déjà dit, et notamment la semaine dernière, nous avons appris davantage sur comment bien prendre en charge les malades atteints du Covid, et nous avons fait d'énormes progrès en matière de connaissances et d'organisation et de logistique, notamment à l'hôpital, mais pas que. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons présenté avec des médecins généraliste, comment la prise en charge s'organisait désormais davantage en médecine de ville au domicile du patient. Les sociétés savantes, les collèges des médecins, les soignants ont été massivement consultés, des recommandations ont été arrêtées qui vont permettre à chaque professionnel de santé, qu'il soit en ville ou à l'hôpital, de disposer de la bonne manière de soigner et d'accompagner les patients. Ça peut aller d'ailleurs jusqu'à l'équipement en oxygène au domicile des malades lorsqu'ils ont une forme symptomatique mais dont l'état de santé ne justifie pas une hospitalisation. De la même manière, nous avons développé, vous le savez, la téléexpertise, la télésanté, la télémédecine qui permet d'accompagner les patients à leur domicile mais également les soignants, les infirmiers à domicile qui s'occupent de surveiller leurs malades dans leur maison. Nous avons également fait ce qu'on appelle une dilatation de tout le secteur hospitalier, c'est-à-dire que nous avons amélioré encore les prises en charge dans les services de soins critiques, dans les services de soins intensifs, de soins continus, qui sont capables d'accueillir désormais dans leur lit des malades qui autrefois allaient systématiquement en réanimation. Non pas des malades qui sont placés en coma et qui ont un tube dans les bronches pour les aider à respirer, mais des malades dont l'état est instable, mais qui, je dirais, se satisfait d'une oxygénation, c'est-à-dire de l'arrivée d'oxygène à très fort débit par voie nasale. Tout cela nous permet vraiment d'augmenter de façon massive l'ensemble des capacités de prise en charge et d'accueil des malades dans les hôpitaux, ce qui fait que si nous avons déjà presque atteint le nombre d'hospitalisations de la première vague, eh bien nous sommes à un niveau d'admission en réanimation à ce stade, et nous l'espérons pour de bon, inférieur au nombre d'hospitalisations en réanimation observées pendant la première vague. Et puis par ailleurs, nous avons également réduit les durées moyennes d'hospitalisation à l'hôpital comme en réanimation, notamment en nous appuyant sur les services de rééducation ou sur les sorties de l'hôpital précoce vers le domicile, où là aussi les patients peuvent être traités par anticoagulants, corticoïdes et oxygène, suivis par leur médecin traitant et par des infirmiers libéraux, ce qui permet de diminuer la part de l'hôpital dans la prise en charge et de réduire un peu l'impact de la pression sanitaire sur nos établissements. Deuxième volet que vous m'avez demandé d'aborder, Monsieur le Premier ministre, sur la question des tests antigéniques. D'abord, rappelez qu'en France, nous réalisons toujours environ 2 200 000 tests PCR par semaine, ce qui fait que la France reste le pays d'Europe qui teste le plus, avec l'Angleterre et avec l'Allemagne.
Nous avons cette innovation formidable que sont les tests antigéniques. Je rappelle, un écouvillonnage nasopharyngé comme pour un test PCR classique. Et ensuite, au lieu d'envoyer le prélèvement dans un laboratoire, eh bien, la personne qui réalise ce prélèvement peut directement, par une petite manip technique, regarder sur un test si vous êtes positif pour le virus ou si vous ne l'êtes pas. Si vous êtes patient symptomatique et si vous devez être positif au test, même si vous étiez d'ailleurs asymptomatique, si votre test est positif, la fiabilité du test est excellente. Elle est un petit peu moins, en revanche, lorsque le test est négatif. Et si vous êtes symptomatique et que votre test antigénique est, lui, négatif, il est possible qu'on vous demande de faire quand même un test PCR pour compléter. Des expérimentations grandeur nature ont été menées dans tout le pays depuis plusieurs semaines. Rien qu'un exemple, la semaine dernière, sur la semaine qui s'est écoulée, 160 000 tests antigéniques ont été faits auprès de soignants dans les EHPAD de tout notre pays. Ces tests antigéniques se déploient aussi massivement dans les services d'urgence à l'hôpital, quand il faut savoir si un patient qui a de la fièvre, il faut savoir très rapidement si c'est le Covid ou non. Il se déploie également dans les aéroports, dans les ports, et bientôt, dans les prochains jours, à partir de la semaine prochaine, ils vont se déployer également dans les établissements scolaires, à destination du personnel enseignant, mais de l'ensemble d'ailleurs du personnel qui peut travailler dans les écoles, de manière à permettre de lever toute suspicion de maladie lorsque quelqu'un présenterait par exemple des symptômes. Alors vous, si vous êtes dans la situation de vous poser la question si vous pouvez bénéficier d'un test antigénique. Eh bien, c'est très simple. Si vous êtes symptomatique, sachez que désormais, bon nombre de pharmaciens d'officines en ville, mais également de médecins libéraux et d'infirmiers libéraux, sont formés et réalisent désormais eux-mêmes des tests antigéniques. Et donc, si vous tombez sur un professionnel de santé qui a fait ce choix, eh bien, il pourra vous proposer ce diagnostic par test antigénique. Rien que dans la journée d'hier, 3000 Français ont été diagnostiqués positifs via des tests antigéniques faits auprès de leurs professionnels de santé en ville. Et vous bénéficierez de la même manière du contact tracing et des mesures de mise à l'abri si vous êtes évidemment positif. Si vous êtes asymptomatique, deux cas de figure. Si vous êtes asymptomatique mais cas contact, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui fait vraiment un très gros travail, sont que vous devez bénéficier d'un test classique en laboratoire par PCR. Et si par contre vous êtes asymptomatique mais pas cas contact, eh bien peut-être que vous pourrez être dépisté par test antigénique chez votre professionnel de santé. Je dis peut-être parce qu'il n'en a pas l'obligation, mais si il a de la place disponible et qu'il en fait le choix, il pourra vous faire bénéficier de ce test. Par ailleurs, un certain nombre de collectivités, mais également d'entreprises, nous ont fait savoir qu'elles souhaitaient procéder à des campagnes de dépistage à partir de ces tests antigéniques. Dans les prochains jours, nous serons amenés à présenter des protocoles qui permettront d'accompagner les collectivités et les entreprises dans la réalisation de ces dépistages, partout où ça fait sens, évidemment sous la responsabilité d'un professionnel de santé. Nous aurons l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Enfin, sachez que l'État français a passé une commande supplémentaire de près de 20 millions de tests antigéniques dans le cadre d'un appel d'offres européen, ce qui permet de compléter l'offre disponible, sachant que par ailleurs, les pharmaciens, les médecins peuvent acheter eux-mêmes des tests auprès des différents laboratoires agréés. Donc vous voyez, cette technique de test se développe. Elle ne remplacera pas les tests PCR qui sont fiables, qui sont efficaces et qui mobilisent toute la filière de biologie dans notre pays. Elle va venir implémenter, compléter, enrichir partout où c'est nécessaire notre capacité de dépistage. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous allons faire un point sur la situation dans l'éducation nationale et je demande à Monsieur le Ministre Jean-Michel Blanquer de bien vouloir y procéder. Merci, Monsieur le Premier ministre. Pour l'éducation nationale, la gestion de la crise Covid, depuis l'apparition en mars, est la conciliation de deux exigences. L'exigence, d'abord, d'arriver à ce qu'il y ait une continuité des apprentissages, et puis l'exigence, évidemment, de protection sanitaire. C'est cette exigence qui a commandé l'ensemble des mesures prises depuis le mois de mars, et j'ai eu d'ailleurs l'occasion, en début de semaine, d'indiquer l'impact des politiques que nous avons pu mener sur les élèves, notamment à l'école primaire. Et je voudrais le rappeler très brièvement parce que nous ne perdons pas de vue nos priorités dans cette période. À l'école primaire, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui à la sortie de l'école primaire. Ce que nous voyons, c'est que les élèves de CP l'an dernier ont un peu pâti de la période de confinement et nous avons pu atténuer certains des inconvénients. Mais néanmoins, ils ont pâti de ce confinement. Les élèves de CM2, pour prendre les deux classes
aux extrémités de l'école élémentaire, eux, ont continué les progrès qu'ont constaté l'année précédente. On le voit, il ne faut pas perdre de vue cet enjeu qui est majeur. Et si je regarde les résultats de la France sur cette question, nous réussissons à traverser l'épidémie en assurant la continuité des apprentissages. Bien sûr, ça reste l'enjeu depuis cette rentrée, et cela reste l'enjeu sur le plan sanitaire, dans le cadre du protocole sanitaire qui a été défini au mois de juillet. Il prévoit, vous le savez, différentes mesures en fonction des situations épidémiologiques possibles. Donc nous avons un cadre de mesures pour lesquelles nous pouvons faire évoluer les curseurs, et c'est ce qui s'est passé depuis le 1er septembre. Le protocole s'est appliqué du 1er septembre au 16 octobre et nous a permis le retour en classe de pratiquement tous les élèves, à l'école, au collège et au lycée. Et j'insiste encore sur ce point, c'est une victoire d'ailleurs de l'ensemble des professeurs et des personnels de l'éducation nationale et des collectivités locales, puisque tous les pays n'ont pas pu faire cela. Et aujourd'hui, ce retour à l'école de tous les enfants reste un objectif fondamental. La deuxième vague, qui a d'ailleurs été accentuée s'agissant des enfants et des adolescents par les vacances d'automne, nous a conduit à faire évoluer nos curseurs. Et c'est donc la situation dans laquelle nous sommes depuis maintenant une semaine et demie. Nous avons donc, en d'autres termes, durci le protocole. Ces nouvelles mesures, applicables donc depuis le 2 novembre, consistent surtout en la limitation des brassages, les brassages des élèves, la généralisation du port du masque pour tous les élèves dès le CP, en sachant que tous les personnels le portaient depuis la rentrée, mais aussi l'aération, la désinfection plus fréquente des locaux, autant de mesures qui d'ailleurs souvent sont prises avec les collectivités locales dont c'est la compétence s'agissant des bâtiments. Nous avons laissé aux écoles et aux établissements quelques jours pour s'adapter au retour des vacances scolaires, et certains établissements ont plus de difficultés que d'autres parce que chaque école, chaque collège, chaque lycée est un cas différent. Rappelons qu'il y a plus de 60 000 établissements scolaires et écoles en France. Dans les lycées, la limitation du brassage des élèves est plus complexe à organiser. D'une part, du fait de la taille des établissements, et d'autre part, du fait des déplacements plus nombreux des élèves. La structure du groupe classe est beaucoup moins établie qu'en primaire ou au collège. Et en plus, l'âge des élèves et leur mode de vie rendent cette population d'élèves plus sensible aux risques sanitaires. C'est pourquoi nous avons prévu, depuis la semaine dernière, une souplesse pour les lycées, de façon à ce que, dans un cadre national bien défini, ils puissent avoir des adaptations locales correspondant à leur réalité. Nous avons établi cela en lien notamment avec les chefs d'établissement, les partenaires sociaux, et ce cadrage précise que, dans la mesure où un lycée peut encore le faire, c'est le cas par exemple de lycées où il y a peu d'élèves, eh bien, bien sûr, la présence à 100% des élèves reste souhaitable. Mais dès lors qu'il n'est pas possible pour un établissement d'assurer les conditions sanitaires requises lorsque tous les élèves sont présents, eh bien, des solutions hybrides sont proposées. J'ai toutefois demandé qu'au minimum 50% du temps scolaire de l'élève se déroule dans le lycée d'ici à la fin de l'année civile, afin de garantir le maintien d'un lien fort avec la classe. J'ai demandé aussi à ce que chaque lycée établisse, avec le soutien et le suivi de chaque rectorat, un plan précis de continuité pédagogique qui détaille les modalités des enseignements, et notamment de l'enseignement à distance pour l'élève. Avec les collectivités locales, nous avons travaillé tout au long des derniers mois, aussi bien pour l'acquisition de matériel informatique que pour l'équipement des établissements eux-mêmes. Et puis, il y a eu des sessions de formation des professeurs. Toutes ces actions continuent encore aujourd'hui et au cours des prochaines semaines. Les académies, les rectorats, donc, ont mis en place des cellules de continuité pédagogique pour accompagner et suivre la bonne mise en place de ces plans. La mise en œuvre de l'enseignement à distance demande une forte mobilisation des chefs d'établissement et des professeurs. Je veux remercier tous ceux qui contribuent aujourd'hui à cette continuité pédagogique. Nous allons par ailleurs déployer plus de jeunes du service civique, plus d'assistants d'éducation et plus de professeurs remplaçants dans le premier degré comme dans le second degré, chaque fois que cela sera nécessaire. Je voudrais enfin faire référence à la politique de test dont le ministre Olivier Véran vient de nous parler, parce qu'en effet, dans le cadre du travail accompli entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale, il y aura plus de dépistage des personnels travaillant dans nos écoles et dans nos établissements scolaires. Dans les prochaines heures, une instruction interministérielle sera envoyée à toutes les académies et à toutes les agences régionales de santé, et elle rappelle que nos personnels sont prioritaires pour l'accès aux tests PCR. Elle permet aussi le déploiement de près d'1,2 million tests
antigéniques qui seront mis à disposition des établissements scolaires avec des personnels de santé venus des administrations de santé comme de l'éducation nationale. Certaines zones plus exposées au virus seront prioritaires et l'instruction précise toutes les modalités de déploiement de ces tests. Je voudrais à nouveau remercier tous nos personnels, mais aussi les parents d'élèves pour la période difficile que nous traversons. Notre critère, c'est toujours l'élève, lui permettre d'aller à l'école, d'aller au collège et d'aller autant que possible au lycée, de bénéficier d'une continuité pédagogique, de continuer à accomplir nos deux objectifs fondamentaux qui sont de hausser le niveau général du pays et d'assurer la lutte contre les inégalités sociales. Or, nous savons qu'elles peuvent être aggravées par un confinement des élèves. Nous pouvons avoir à la fois de la cohérence et de la cohésion dans l'ensemble des mesures qui sont prises. Merci donc à tous ceux qui y contribuent. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Pour évoquer la mise en place du confinement dans les milieux professionnels et notamment la question du télétravail, j'invite Madame Elisabeth Borne, ministre en charge du sujet, à s'exprimer devant vous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir à toutes et à tous. Le Premier ministre l'a rappelé, la situation que nous vivons en ce moment n'est pas la même qu'au printemps dernier. En mars, nous avions demandé aux Français de rester chez eux et de faire ce qu'ils pouvaient en télétravail, et de fait, notre économie s'était largement arrêtée. Nous voulons cette fois que l'activité économique se poursuive. En matière de télétravail, je le rappelle, la règle qui s'applique désormais est la suivante. Ceux dont les tâches peuvent être entièrement réalisées à distance doivent télétravailler 5 jours sur 5. Ceux qui ne peuvent télétravailler que partiellement ou qui sont dans l'impossibilité de le faire peuvent continuer à se rendre sur leur lieu de travail en toute sécurité grâce au protocole sanitaire en entreprise qui garantit leur protection. Cela fait maintenant 2 semaines que ces règles sont entrées en vigueur. Après une première semaine test, pour laisser le temps aux employeurs et aux salariés de s'organiser, nous avons mené une enquête auprès de 2000 Français du 4 au 8 novembre dernier pour voir si les règles étaient bien appliquées. L'enquête le montre, la très grande majorité des employeurs et des salariés jouent le jeu et je les en remercie. Première confirmation de cette enquête, tous les Français ne peuvent pas télétravailler. 1/3 des actifs peut télétravailler facilement, mais plus d'1 tiers des Français ont un métier qui n'est pas du tout télétravaillable. Deuxième enseignement, l'enquête montre qu'une majorité de ceux qui peuvent télétravailler l'ont fait, et ils l'ont fait davantage que la semaine précédente. Ainsi, 45% des salariés du privé qui ont travaillé la semaine dernière ont fait du télétravail, dont 23% 5 jours sur 5. C'est un bon score quand on sait que tous les salariés ne peuvent pas télétravailler. Autre point positif, ceux qui télétravaillent le font davantage, en moyenne 3,7 jours contre 2,7 la semaine d'avant. En ce qui concerne le télétravail dans le secteur public, il progresse également. Près de 40% des agents de l'État hors éducation nationale, police et gendarmerie sont aujourd'hui en télétravail, soit près de 12 points de plus que la semaine précédente. Et n'oublions pas, comme l'a rappelé Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique, que nous voulons aussi maintenir les services publics ouverts, contrairement au premier confinement. Troisième enseignement, le télétravail 5 jours sur 5 représente un véritable effort pour les salariés qui souffrent parfois d'isolement. En effet, près de 6 Français sur 10 qui ont télétravaillé à 100% préféraient venir sur leur lieu de travail au moins 1 jour par semaine. 4 salariés sur 10 qui ont télétravaillé la semaine dernière disent se sentir isolés. Pour leur venir en aide et accompagner tous ceux qui ne bénéficient pas de dispositifs de soutien psychologique dans leur entreprise, nous avons lancé une ligne d'écoute et de conseil dont le numéro s'affiche à l'écran. J'ai conscience que nous demandons un effort très important aux employeurs et aux salariés, mais il est indispensable dans la lutte contre le virus. Je tiens à les remercier une nouvelle fois pour leur mobilisation, mais l'enquête le montre, il y a encore des marges de progrès pour que plus d'actifs télétravaillent. J'appelle donc tous les employeurs et les salariés à poursuivre leurs efforts. Chaque jour, chaque heure télétravaillée compte. Concernant la situation du marché du travail
et des demandeurs d'emploi, je le redis, le confinement actuel n'est pas le même qu'au printemps dernier. Nous avons fait le choix de maintenir l'activité économique de notre pays et de nombreux secteurs continuent à tourner et à avoir, ce qui est une bonne nouvelle, une activité soutenue. Il existe des opportunités d'emploi malgré la période. On a compté 340 000 créations d'emplois au troisième trimestre 2020. Elles seront encore dynamisées par le plan de relance. Le service public de l'emploi continue à fonctionner avec le maintien de l'accueil dans les agences de Pôle emploi et les missions locales. Les équipes sont mobilisées pour accompagner les demandeurs d'emploi. Il y a des métiers en tension, des métiers porteurs. Il y a des offres d'emploi non pourvues. Il y a aussi des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'aller vers des solutions durables. Notre priorité reste l'emploi. Mais nous avons conscience que la situation est difficile pour un grand nombre de demandeurs d'emploi et nous devons plus que jamais rassurer et protéger. Comme l'a annoncé le Premier ministre, nous allons donc prolonger de la durée du confinement les droits à assurance chômage pour les chômeurs arrivant en fin de droit. Par exemple, un demandeur d'emploi dont les droits auraient dû s'éteindre fin novembre continuera à toucher son allocation chômage au mois de décembre. Nous laissons également un délai supplémentaire pour s'inscrire à Pôle emploi. Un demandeur d'emploi qui doit réunir les pièces pour s'inscrire bénéficiera d'un délai supplémentaire pour rassembler tous les justificatifs nécessaires, ce qui peut être plus difficile dans la période de confinement. Enfin, nous allongeons la période de référence pour bénéficier d'une allocation chômage. Alors qu'aujourd'hui, un demandeur d'emploi doit avoir travaillé au moins 4 mois sur une période de 27 mois, ces 27 mois seront prolongés de la durée du confinement. Nous avons entendu les inquiétudes des demandeurs d'emploi et plus largement des partenaires sociaux et des associations de lutte contre la pauvreté. Soyez assurés que nous sommes déterminés à y répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. J'ai évoqué les sujets essentiels de l'accompagnement économique des secteurs en difficulté, et notamment de ceux qui sont impactés par les mesures de sécurité sanitaire que nous prenons. J'invite le ministre en charge de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, à vous faire un point à ce jour. Merci, Monsieur le Premier ministre. Comme l'a indiqué le Premier ministre, les commerçants sont au cœur de nos préoccupations, au cœur des préoccupations de chacun d'entre nous. Je sais que nombre de commerçants ont hâte de rouvrir le plus rapidement possible, que beaucoup ont constitué des stocks en vue des fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année. Souvent, ils doivent payer ces stocks au moment même où ils sont fermés et où ils n'ont pas de trésorerie disponible. Par ailleurs, beaucoup d'entre eux, je pense aux libraires, je pense aux bijoutiers, aux magasins de jouets, font près de la moitié de leur chiffre d'affaires dans les 2 derniers mois de l'année. La réouverture est donc vitale pour eux et nous le savons. Et je crois que le calendrier que vient de fixer le Premier ministre est, de ce point de vue, un motif d'espoir pour les commerçants français. Mais la meilleure façon de réussir cette rouverture, c'est que chacun respecte les règles sanitaires dans les jours à venir, comme cela a été rappelé depuis plusieurs minutes. En attendant, je tiens à vous confirmer que toutes les mesures économiques massives que nous avons annoncées avec le Premier ministre et le Président de la République au début du mois et que nous avons mises en place pour les commerçants continueront de s'appliquer dans les 15 jours qui viennent. Et je veux les rappeler pour que chacun voit bien à quoi il a droit concrètement. Les commerçants qui sont fermés administrativement, tous, sans exception, ont le droit à une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 € pour le fonds de solidarité. Ils ont droit à l'activité partielle, à l'exonération de charges sociales et au report du remboursement des prêts garantis par l'État. Nous veillerons bien entendu à la bonne exécution de ces dispositifs. Et je veillerai personnellement, avec la Direction générale des finances publiques, à ce que chaque commerçant fermé puisse déclarer le chiffre d'affaires qu'il a perdu d'ici le tout début du mois de décembre, afin de pouvoir bénéficier de cette aide du Fonds de solidarité
dans les premiers jours du mois de décembre. J'insiste là-dessus parce que je vois beaucoup de commerçants qui me disent où sont les aides, quand viennent-elles? Il faut que le mois de novembre s'écoule, mais ensuite, dans les tout premiers jours du mois de décembre, ils pourront avoir accès à ce fonds de solidarité, dont je rappelle qu'il est cumulable avec les revenus du retrait commande, le click and collect, qui peut constituer un appoint financier pour certains. Nous savons également que la question des loyers reste la question majeure pour une immense majorité de commerçants. À la demande du président de la République et du Premier ministre, je vous annonce que nous mettrons en place un dispositif simple, massif et nouveau pour les loyers des commerçants. Ce dispositif résulte des consultations que j'ai eues depuis plusieurs jours avec l'ensemble des associations et des fédérations représentatives des bailleurs et des commerçants. En accord avec toutes ces associations et toutes ces fédérations, sans exception, nous mettrons en place dans le budget 2021 un crédit d'impôt de 50% du montant du loyer abandonné pour tous les bailleurs qui renoncent au loyer du mois de novembre, pour toutes les entreprises qui ont jusqu'à 250 salariés et qui sont fermées. Et j'invite à nouveau, par conséquent, tous les bailleurs qui ont signé cet accord à renoncer à leur loyer du mois de novembre pour tous les commerces jusqu'à 250 salariés qui sont fermés. Un petit bailleur, par exemple, qui, pour compléter sa retraite, dispose d'un loyer de 600 €, touchera 300 € de crédit d'impôt et le locataire, lui, du coup, n'aura pas à payer son loyer du mois de novembre. Cela l'aidera à passer cette période difficile. Un bailleur plus important qui renoncerait à un loyer de 5 000 € touchera un crédit d'impôt de 2 500 €. Nous avons voulu aussi traiter les entreprises plus importantes, les entreprises de taille intermédiaire, parce qu'il y a des galeries marchandes, des galeries commerciales qui sont concernées et qui sont elles aussi menacées. Et nous n'avons voulu laisser personne de côté. Par conséquent, pour les entreprises de 250 et jusqu'à 5 000 salariés, ce dispositif s'appliquera également, mais dans la limite des 2/3 du montant des loyers. Cela signifie qu'un bailleur qui renonce au loyer, par exemple, d'une grande surface commerciale pour un loyer de 12 000 € mensuels, aura un crédit d'impôt d'1/3, soit de 4 000 €. Je tiens sincèrement à remercier l'ensemble des associations et fédérations de bailleurs, car c'est la première fois que nous trouvons un accord collectif sur une mesure de cette importance qui traduit le sens des responsabilités et l'esprit de solidarité sans lequel nous ne pourrons pas participer pleinement à la relance de notre activité économique pour surmonter la crise actuelle. Enfin, comme l'a indiqué le Premier ministre, nous devons mettre à profit les jours qui viennent pour travailler avec Olivier Véran et Elisabeth Borne dans 2 directions. La première, c'est l'application des nouvelles règles sanitaires qui s'appliqueront au moment de la réouverture des commerces et quand cette réouverture sera possible. Nous pouvons travailler, par exemple, sur le renforcement de la jauge ou éventuellement, pour certains commerces, cela serait pertinent, sur la possibilité de prise de rendez-vous. Je souhaite également, c'est la deuxième direction dans laquelle nous voulons travailler, engager dès maintenant une nouvelle consultation avec tous les secteurs dans lesquels le port du masque n'est pas possible, comme la restauration ou les salles de sport, et où donc, par conséquent, les difficultés sont encore plus grandes et où ces difficultés s'inscrivent hélas dans le long terme. Je crois que pour ces secteurs aussi, nous devons donner de la visibilité sur les points de sortie et préparer un avenir que nous souhaitons meilleur à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mes chers concitoyens, je veux vous dire combien je ressens les difficultés du pays. Je mesure les souffrances et parfois le désespoir de beaucoup d'entre vous. Adopter des mesures difficiles constitue évidemment un crève-cœur, mais il est de ma responsabilité de le faire. Mon devoir est de vous protéger contre le virus et ses ravages, contre le terrorisme, contre le chômage créé par la crise sanitaire. Le gouvernement comme moi-même sommes mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous l'autorité du président de la République. Nous avons fait le choix d'accompagner massivement ceux qui souffrent, ceux qui sont fragiles et vulnérables, ceux qui font l'objet des mesures administratives rendues nécessaires pour lutter
contre la propagation de l'épidémie. Et nous continuerons d'agir dans ce sens. Le propre de cette crise, c'est qu'elle nous donne à toutes et à tous le moyen d'être un acteur de la lutte contre l'épidémie, l'occasion d'exprimer notre solidarité et notre sens des responsabilités. Car nul ne peut se croire invincible ou épargné. Nous constatons des évolutions positives, premiers effets des mesures prises. Ces évolutions ne justifieraient pas un durcissement des mesures, mais elles sont trop fragiles et trop récentes pour autoriser le moindre relâchement. Plus que jamais, je vous invite à respecter rigoureusement les règles du confinement, à ne sortir de chez vous que lorsque c'est strictement nécessaire et autorisé, à télétravailler au maximum, à redoubler de prudence si vous êtes particulièrement vulnérable au virus, à observer les gestes barrières, le port du masque, y compris chez vous, à aérer ou ventiler au maximum les espaces clos, à télécharger l'application Tous Anti-Covid. Je n'ignore rien des polémiques et des contestations, mais ne nous y trompons pas. L'ennemi, ce n'est pas l'État ni le gouvernement, c'est le virus. Le seul combat qui m'obsède, c'est celui de notre sécurité. La seule courbe qui m'intéresse, c'est celle des malades admis à l'hôpital ou en réanimation. Grâce à nos efforts collectifs, grâce aux perspectives qu'ouvre l'arrivée de vaccins, je suis sûr que nous surmonterons cette épreuve douloureuse et inédite. Grâce à notre mobilisation immédiate, j'espère que nous pourrons passer des fêtes de fin d'année dans la sérénité. Je me tiens avec les ministres à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Madame, Messieurs les ministres, Camille Collin pour TF1 et LCI. Pour bien comprendre vos propos, le confinement va-t-il se poursuivre après le 1er décembre et jusqu'aux vacances de Noël avec le même système d'attestation, de dérogation? Et question complémentaire, pourquoi ne pas envisager progressivement un passage à un confinement territorialisé, des mesures plus dures dans les régions les plus touchées comme celle d'Auvergne-Rhône-Alpes et moins dures, plus souples dans d'autres régions? Merci. Très bien. Autre question? Bonjour, Thierry Curté, France 2. Vous avez évoqué un certain nombre de réouvertures à partir du 1er décembre. Cela concernera quel commerce, quelle boutique? Est-ce que nous pourrons faire nos vacances, nos courses de Noël dans toutes les boutiques? Et puis, deuxième question, est-ce qu'on peut commencer à prendre nos billets de train pour les vacances et pour les fêtes de Noël? Bien. On va peut-être prendre une troisième question et après, on fait comme d'habitude, je réponds avec les ministres. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Liliane Delvas, Le Courrier du Parlement. Vous aviez annoncé précédemment que les jauges pour les obsèques étaient de 25 personnes et pour les mariages de 6 personnes. Sans polémiquer, on aurait attendu des chiffres inverses. Je voulais savoir simplement si les mêmes montants, si je puis dire, étaient continuaient de la même façon pour les obsèques et pour les mariages. Bien. Alors, je commence par la première question, si vous voulez bien. Donc, le 1er décembre, j'ai indiqué que compte tenu des éléments dont nous disposons aujourd'hui, les règles applicables au confinement continueraient à s'appliquer, c'est-à-dire, madame, celles que vous avez dites, et que si les données sanitaires continuent à évoluer dans le sens de ce que nous observons aujourd'hui avec la même dynamique, nous pourrions rouvrir. Alors, quel commerce? C'était la deuxième question. Eh bien, aujourd'hui, je veux dire, ne sont ouverts que les commerces dits de première nécessité ou les rayons correspondants dans les grandes surfaces. Eh bien, ce serait le reste des commerces qui seraient concernés. J'insiste auprès de vous, faut-il que les données sanitaires le permettent et faut-il aussi
sous la houlette des ministres, que les protocoles qui sont en cours de discussion, de concertation avec les professionnels concernés aboutissent dans de bonnes conditions. Il m'a été demandé si on pourrait passer à un confinement plus territorialisé sous le contrôle du ministre de la Santé. Je pense que, à l'échéance du 1er décembre, puisque telle était la question, le moment ne sera pas vraisemblablement encore venu d'envisager cette étape. S'agissant des billets de train, je pense qu'il est, pardonnez-moi, et je vais être très honnête avec vous, un peu tôt pour répondre à cette question. Le gouvernement s'est renseigné auprès notamment de la SNCF pour savoir à partir de quand il serait trop tard, je pense en sens inverse. Donc nous avons encore un peu de temps devant nous, mais très vite, en fonction là aussi des données sanitaires, nous pourrons apporter une réponse claire à cette question pour que les Français, évidemment, puisque je sens bien que tel était l'objet de votre demande, puissent s'organiser dans des délais raisonnables pour procéder à ces réservations. Et je ne vois pas, madame, de motif à ce stade pour modifier, pas plus d'ailleurs ces règles que d'autres, sur les sujets que vous avez évoqués. Bonjour, Hélène Bonnet pour LCI TF1. Ma première question porte sur les conditions de la réouverture des commerces si elle se fait à partir du 1er décembre. Pourquoi vouloir mettre en place un protocole renforcé en quelque sorte et ne pas garder le protocole qui existait au moment du déconfinement parce que vous risquez peut-être de pénaliser les plus petits commerces. Mon autre question porte sur la prise en charge des patients Covid. Vous parliez du transfert de patients d'une région à l'autre, mais pourquoi ne pas décider de mettre en place des structures mobiles ou des hôpitaux de campagne dans les zones qui sont les plus touchées par le virus? Très clair, merci. Bonjour, Jérémy Marot de l'AFP. Je me permets de reposer la question de ma consoeur de TF1, Camille Collin. Est-ce qu'au 1er décembre, si la tendance actuelle se confirmait avec les prémices d'un frémissement positif, il faudra une attestation pour circuler? Oui. Alexis Cuvillier de BFM TV. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Sur la question des déplacements après le 1er décembre, est-ce que même si le confinement est maintenu dans des règles assez strictes, il y aura des possibilités d'aller voir sa famille et ses proches dans d'autres régions ou de prendre le train pour s'éloigner de son lieu de vie? Et je pense notamment bien sûr au moment des fêtes de fin d'année. Une autre question sur l'objectif de 5000 cas par jour qui avait été évoqué par le président de la République au moment de son allocution annonçant le reconfinement. Est-ce que cet objectif vous semble atteignable à moyen terme? Et enfin, une question peut-être un peu plus politique. Beaucoup de critiques ces derniers jours dans l'opposition sur le fonctionnement du Conseil de défense. Vous les avez probablement entendus. Certains parlementaires notamment ou chefs de l'opposition reprochent de ne pas être assez associés à la prise de décision et dénoncent une forme d'opacité. Je voudrais avoir votre réponse là-dessus. Merci beaucoup. Allez, une dernière question. Si on part par jeu de 3. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Jean-Rémy Boudot pour Europe 1. Le 6 mai dernier, devant le Sénat, lors de votre audition en tant que coordinateur du déconfinement, vous avez déclaré « Dans le cadre de la sortie de confinement que j'ai préparée, j'ai proposé que soit prêt un plan éventuel de reconfinement parce que ça se prépare. » À quoi faisiez-vous précisément référence? Y avait-il début mai réellement un projet de reconfinement? Et sinon, pourquoi l'avoir dit devant le Sénat? Merci. Très bien. Je vais commencer par cette question, monsieur, puisque je confirme avoir tenu ces propos, en effet. Dans la mission qui était la mienne à l'époque, confiée par Édouard Philippe, de préparer le déconfinement, j'ai estimé nécessaire, à l'instar d'ailleurs de ce que font tous les pays qui nous entourent, de prévoir l'hypothèse où à ce déconfinement succéderait une aggravation ou une reprise épidémique qui, a toujours été dans le paysage. D'abord, je rappelle à tout le monde que lorsqu'on regarde l'histoire des grandes épidémies, je pense en particulier à la grippe espagnole d'il y a 100 ans, il y avait eu 2 vagues épidémiques. L'Organisation mondiale de la santé, dès le départ, faisait allusion à la possibilité de plusieurs vagues épidémiques. Donc, c'est une constante dans l'histoire des pandémies. Donc je n'ai
rien fait d'autre que rappeler cette donnée et préconiser effectivement que cette hypothèse se produise, enfin soit préparée. Vous observerez d'ailleurs qu'à l'époque, puisque vous y faites allusion, je m'étais exprimé devant la commission d'enquête constituée par le Sénat pendant plus d'1 heure et n'avait été retenu que quasiment cette intervention où j'évoquais une possibilité de reconfinement. Donc oui, cette hypothèse existe, elle a toujours été intégrée à la gestion des épidémies et la France, comme les autres États, s'y est préparée. Je vous rappelle à toutes et à tous que ce qui n'a pas été prévu, c'est la violence de la reprise épidémique qui a été constatée dans tous les pays d'Europe, c'est-à-dire que nous avions une évolution des cas qui était plutôt linéaire et tout d'un coup, ça s'est envolé, sans doute, nous disent les scientifiques, sous l'effet de facteurs climatiques, sans qu'ils en soient complètement certains, mais vous l'avez observé, tous les pays ont constaté ce phénomène qui a obligé les uns et les autres à prendre des mesures de la nature d'ailleurs de celles que nous avons adoptées. Donc l'attestation, j'ai répondu. Quand la question « aller voir sa famille et déplacement » reprend rigoureusement, me semble-t-il, la même question à laquelle j'ai répondu sur les billets de train. Il y a ensuite donc une question sur les protocoles sur le commerce et sur le nombre de cas par jour. Peut-être que le ministre de la Santé, s'il le veut bien, va s'approcher du micro pour y répondre, puisque ce sont plutôt des questions sanitaires. Et je vais répondre moi-même sur la question du Conseil de défense qui m'a été posée effectivement et que j'entends. Bon, il me semble que en réalité les choses sont relativement simples. Nous sommes dans une crise sanitaire extrêmement grave. Sa gestion dans l'équilibre institutionnel de notre pays, dans le cadre des lois de la République et de la séparation des pouvoirs, relève du pouvoir exécutif, ce qui est inévitable compte tenu des décisions qu'il y a lieu de prendre, parfois de la rapidité avec laquelle elles doivent être prises, le Parlement étant plutôt dans un rôle de contrôle et le gouvernement de compte-rendu de son action devant lui. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, me semble-t-il, il appartient au pouvoir exécutif de décider des voies et moyens dans lesquels il gère cette crise. Depuis le début, effectivement, le président de la République a souhaité que, on va dire, l'instance majeure de décision soit une instance qui existait bien avant la crise Covid, qui s'appelle effectivement le Conseil de défense et de sécurité nationale. C'est un mode de gouvernance qui est parfaitement justifié. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que, évidemment, l'ensemble de l'appareil gouvernemental prépare les décisions du Conseil de défense, exécute ensuite les décisions du Conseil de défense. Donc, là où je ne comprends pas bien la critique, je ne la comprends pas du tout, c'est l'idée que ce serait un pouvoir personnel avec une opacité, pas du tout. C'est vrai que c'est un conseil ramassé autour du chef de l'État, mais encore une fois, le travail gouvernemental, le travail des administrations aussi, que je salue, se fait tant en amont qu'en aval du Conseil de défense. Et donc, encore une fois, il n'y a rien qui me paraît contrevenir à la séparation des pouvoirs et au rôle normal dévolu tant au pouvoir législatif qu'au pouvoir exécutif. Monsieur le ministre de la Santé. 4 questions qui relevaient, je crois, du champ, ou 3 questions qui relevaient du champ sanitaire. D'abord, l'objectif du nombre de cas par jour. Alors, en réalité, il n'y a pas un objectif, le Premier ministre l'a dit, il y a plusieurs objectifs. L'objectif central, c'est retrouver la maîtrise de l'épidémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir à un niveau de contamination par jour qui nous permette d'assurer le traçage de toutes les chaînes de contamination pour éviter qu'à nouveau l'épidémie ne reparte. Et donc, il nous faut déterminer quel est le bon niveau de contamination au quotidien qui nous permette de faire face. Est-ce que c'est 5 000? Est-ce que c'est 10 000? Donc, nous organisons l'assurance maladie, les agences régionales de santé pour être capables de mobiliser un maximum de professionnels pour reprendre le fil des chaînes de contamination. Et quand nous aurons été en mesure de reprendre le fil des chaînes de contamination,
eh bien alors nous saurons que nous avons repris le contrôle de l'épidémie, sur l'épidémie en général. Le deuxième indicateur, c'est la pression sanitaire. C'est-à-dire à quel moment est-ce que nous retrouvons avec, évidemment, des réanimations qui seront quand même sujettes à tension, mais à quel moment est-ce que nous arrêtons de déprogrammer des soins, que nous sommes capables d'accueillir à la fois les malades du Covid et les malades qui n'ont pas le Covid, parce que ce sera le reflet d'une baisse de la pression sanitaire, et donc ça veut dire qu'il y aura moins de gens qui font des formes graves, et donc moins de conséquences sanitaires pour la population. Deuxième question, c'était pourquoi est-ce qu'on fait des évacuations sanitaires au lieu de mettre des hôpitaux de campagne? Alors, d'abord, il y a des hôpitaux de campagne ou des modifications des hôpitaux existants. Vous avez l'hôpital militaire qui a été déployé par la ministre des Armées, Florence Parly, en Polynésie française. Pourquoi en Polynésie française? Parce que les évacuations sanitaires en Polynésie, c'est beaucoup plus compliqué auprès des pays voisins limitrophes. Et donc, il faut augmenter sur place les capacités de prise en charge hospitalière. Et puis, vous avez l'exemple toulousain, par exemple, qui a mis en place un système innovant pour pouvoir accueillir davantage de malades. Je ne compte plus le nombre d'hôpitaux que nous avons visités avec le Premier ministre, où on a développé des systèmes d'urgence et d'admission en urgence supplémentaires, plus le développement des lits de réanimation. Mais au fond, 2 points. D'abord, lorsque vous êtes arrivé à saturation de tout le personnel de santé disponible dans un hôpital, eh bien, vous allez mettre à contribution davantage des hôpitaux dans lesquels il reste de la place disponible. Plutôt que de transporter tout le personnel de l'hôpital qui est moins sujet à pression vers les hôpitaux les plus sujets à pression. Et ensuite, il faut comprendre que ces évacuations sanitaires, elles n'ont pas exactement le même aspect que pendant la première vague au printemps dernier. Au printemps dernier, c'était des évacuations, on a même, souvenez-vous, équipé des TGV pour pouvoir y mettre des dizaines de patients pour évacuer en catastrophe, si je puis dire, et ça s'est toujours heureusement bien déroulé, des patients des hôpitaux du Grand Est vers d'autres régions. Cette fois-ci, nous faisons presque des évacuations sanitaires par anticipation. C'est-à-dire que quand la pression sanitaire augmente dans un territoire et qu'avec les modélisations, on sait qu'il va y avoir davantage de patients jour après jour, eh bien, dans l'anticipation, on transfère certains patients transférables de ces hôpitaux vers des endroits où il y a davantage de places qui sont disponibles. Donc c'est le tout. Sur les règles sanitaires, dans les petits commerces, nous travaillons avec Bruno Le Maire. Nous avons déjà reçu à Bercy les organisations patronales et nous continuerons de travailler avec l'ensemble des acteurs. Ce qui se dessine à l'étranger, notamment là où des règles ont été mises en vigueur, je pense à l'Allemagne notamment, c'est qu'il peut y avoir ou un système de jauge, c'est-à-dire un maximum de clients par mètre carré, ou plutôt un certain nombre de mètres carrés par client, ou un système de prise de rendez-vous selon les types de commerce, ou les deux. Et c'est ce dont Bruno Le Maire parlait tout à l'heure, et que nous devons continuer de travailler dans les jours qui viennent, de manière à ce que tout soit parfaitement prêt, concerté, partagé, au moment où la question se posera en pratique. Et puis il y avait une question tout à l'heure, si je puis me permettre, sur les mariages et les enterrements. Vous savez, pendant la première vague, il y a des familles qui n'ont pas pu enterrer leurs morts. Alors, quand vous dites on s'attendait à l'inverse, c'est-à-dire avoir plus de monde aux enterrements plus de monde aux mariages qu'aux enterrements, je ne suis pas certain, madame. Je suis même pas du tout certain. Il y a beaucoup de familles qui n'ont même pas pu se réunir à quelques-uns autour de leurs défuntes personnes pour pouvoir communier ensemble et en tout cas rendre un dernier hommage. Donc il nous a semblé au contraire important, fondamental même, d'accorder une forme de dérogation à cette situation. Par ailleurs, les mariages, qui sont des événements heureux, sont hélas des occasions de se réunir, de partager un repas, un apéritif ensemble et parfois même de prolonger la soirée et la nuit jusque très tard. Je parle des invités et vous avez eu là un certain nombre de contaminations qui ont été observées tout au long de l'été et donc il était nécessaire au contraire d'avoir des règles extrêmement strictes. Merci beaucoup. Donc, pour revenir à une question qui m'a été posée, je veux être très clair. Le 1er décembre, les règles de déplacement, l'attestation obligatoire ne changeront pas par rapport à la situation actuelle et nous allons tout faire, s'agissant des déplacements, en train ou pas, pour les vacances de Noël, au fur et à mesure de l'évolution sanitaire, préciser ça aux Français dans des délais qui leur permettront de s'organiser. Voilà. C'est-à-dire, je l'espère, d'ici la fin du mois de novembre. D'accord ? Donc, à ce jour, la seule chose, pour être très pédagogique, qui pourrait changer si les conditions sanitaires se confirment, si les protocoles sanitaires aboutissent, c'est que les commerces que nous avons fermés pendant le confinement pourraient rouvrir. Allez, je prends encore 2 questions. Laurence Théatin pour Outre-mer la première. Monsieur le Premier ministre, l'épidémie...
D'accord. L'épidémie progresse dans certains territoires d'outre-mer, particulièrement en Polynésie où le centre hospitalier arrive à saturation. Donc, je voudrais savoir est-ce qu'il est envisagé des mesures de durcissement dans certains territoires d'outre-mer, voire de reconfinement, notamment en Polynésie. Merci, madame. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Madame la ministre, messieurs les ministres, Florent Tardif pour CNews Canal+. Je vais peut-être parler d'une lueur d'espoir. Il y a des vaccins qui arrivent en phase 3 des essais cliniques. Est-ce que vous avez prévu un plan, une stratégie? Si oui, quelle est-elle? Des vaccins arrivent donc dans leur dernière phase en Chine, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Russie. Il y a un grand absent, c'est la France. Sanofi, Pasteur, vous avez financé la recherche à plus d'1,5 milliard d'euros. Comment expliquez-vous cette absence? Avez-vous donc des explications? Mettez-vous la pression sur ces laboratoires français? Merci beaucoup. Monsieur le ministre de la Santé. Alors, l'outre-mer d'abord. D'abord sur l'outre-mer. Alors j'ai parlé justement de la Polynésie française pour dire tous les efforts que nous faisons pour leur venir en aide, pour accueillir des malades, notamment des malades en situation grave. Nous travaillons avec, et le ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, travaille évidemment avec l'ensemble de la représentation de Polynésie française pour ajuster avec eux les mesures les plus adaptées. Et donc, il y aura une communication qui sera faite aussi prochainement sur ce point particulier. Sur les vaccins, je ne sais pas ce que vous entendez par mettre la pression sur un laboratoire. Un laboratoire, sont avant tout des chercheurs qui travaillent pour identifier un vaccin. Il n'y a pas, en l'occurrence, de primauté nationale dans la capacité qu'a un laboratoire de développer un vaccin. Donc je ne crois pas qu'il faille comparer, en tout cas certainement pas par ordre de pays, pour savoir qui est en avance et qui n'est pas. Nous l'avons dit à la fois que ce serait une excellente nouvelle si un vaccin voyait le jour rapidement. S'agissant du laboratoire, par exemple Pfizer, qui a fait une annonce sur les résultats préliminaires de son étude dite en population générale, attention, ce n'est pas terminé. Il n'y a que 94 patients du côté de la population non vaccinée qui a eu le Covid. Donc statistiquement, c'est déjà parlant, ce qui est une bonne nouvelle. Mais nous n'avons pas encore eu accès aux données scientifiques, à toutes les datas. Il faut ensuite que la FDA, côté États-Unis, et l'Agence européenne du médicament puissent avoir connaissance de toutes les analyses scientifiques pour statuer et déterminer si oui ou non une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire si on peut commencer une campagne de vaccination. Ça, c'est un point important. D'autres laboratoires sont aussi sur le point de faire des annonces sur l'avancée de leurs travaux. Encore une fois, ce sera une excellente nouvelle que le vaccin soit anglais, américain. Voilà, ça restera évidemment une très bonne nouvelle pour la planète entière. Et face à cela, évidemment que nous nous préparons pour débuter le plus tôt possible une campagne vaccinale en remplissant deux conditions, que le vaccin soit efficace et que le vaccin soit sûr. Nous ne commencerons pas une campagne vaccinale contre le Covid si nous n'avons pas la garantie que le vaccin est à la fois efficace et sûr. Et quand je vous dis que nous nous préparons, c'est que, par exemple, s'agissant du vaccin commercialisé par Pfizer-BioNTech, qui est aussi une start-up européenne, l'Europe, ça compte, il faut le dire. Ah, oui, donc c'est européen, c'est un travail européen. Sur ce vaccin, il nécessite, par exemple, d'être conservé à moins 80 degrés. Alors vous allez me dire, moins 80 degrés, ça court pas les rues. Nous avons d'ores et déjà acheté, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, 50 super congélateurs qui permettent de stocker à moins 80 degrés des produits de santé qui seront reliés à des alarmes, qui seront entreposés dans des endroits sécurisés, à partir desquels des équipes pourront se déployer pour ensuite alimenter tous ceux qui seront amenés à vacciner, etc. C'est un chantier qui est monumental, le chantier de la vaccination. La Haute Autorité de Santé a communiqué en début de semaine sur le fait qu'elle avait démarré d'ailleurs une démarche à destination des citoyens pour renforcer la démocratie sanitaire, pour être capable de déterminer quelles seraient les conditions de cette vaccination. On va être amené à en parler beaucoup de la vaccination, et c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que peut-être que des vaccins sont sur le point d'arriver, et j'aurai l'occasion de faire je ne sais pas, sans doute pas une conférence de presse ad hoc, mais en tout cas une communication plus arrêtée sur cette question des différents vaccins et de la façon dont nous envisageons les choses. Mais rassurez-vous, évidemment, nous nous y préparons. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et donc à très bientôt.